cuisine exotique, on dit qu'elle est souvent un peu aphrodisiaque, vrai ou faux? C'est vrai. Si tu as un mari qui est un peu, on va dire un peu faible, voilà, il n'y a pas de problème. C'est là que j'ai pu vérifier que le rire aussi a ses recettes. On peut dire voir Michel. Et elle n'est pas jolie cette robe. Franchement, regardez ça. C'est Yacine qui l'a fait. Yacine, vous ne connaissez pas? Allez, je vous la présente. Car cette semaine, je vous emmène à la découverte de l'art, de la culture et des savoir-faire de l'Afrique. Oui, j'ai rencontré des gens dont le cœur bat pour ce continent et qui savent très bien le faire vivre ici, en Bourgogne-Franche-Comté. Vous venez avec moi? Allez, je vous emmène, c'est ici, c'est maintenant, c'est là. Je vous invite cette fois à parcourir des milliers de kilomètres sans quitter la région. Au menu, manger camerounais, s'habiller à la sénégalaise, découvrir l'art congolais, se faire une beauté comme à Kinshasa et raconter des histoires comme au Togo. Mais pour commencer, se mettre en jambes à Dijon, au cours de danse de Kaoussou, au rythme des djembés. Parce que si je veux t'avoir, je sens que c'est maintenant. Ouais, parce que ça bouge. Non, là, ça bouge. Là c'est bien, c'est un peu cardio. C'est les musiciens qui nous poussent à arriver à cette hauteur-là. Et aussi, avec, on a au pied nu aussi. On est souvent en contact avec le sol. D'accord. Et en fait, tu as tout le corps qui bouge. Tout le corps qui bouge, quoi. Même les oreilles, les orteils, tout ça bouge, quoi. Qui sont ces gens? Est-ce qu'ils pratiquent la danse africaine depuis longtemps? Oui, il y en a qui pratiquent la danse africaine depuis quelques années. Et il y en a aussi des débutants qui n'ont jamais pratiqué la danse africaine, qui ont démarré cette année avec nous au cours de danse. Avec nous, avec toi? Avec moi, surtout. Ouais, moi, les élèves qui sont là, voilà, quoi. Pourquoi c'est important de transmettre ton art ici en Bourgogne-Franche-Comté? Il y en a beaucoup qui ont envie de connaître cette culture. Et puis ils n'ont pas l'occasion d'aller en Afrique ou les moyens. Donc ils se côtoient avec nous les Africains qui viennent de l'Afrique, qui viennent partager aussi notre culture. T'as bon espoir pour moi ou... Là c'est vraiment, vous êtes dedans, quoi. Où est-ce que tu as appris à danser? J'ai appris à danser en Afrique, mon pays natal, le Sénégal. Au Sénégal? Dans le sud du Sénégal, la Casamance. Okay. Ouais. C'était comme obligatoire dans ta culture? Non, c'est pas obligatoire. Une rencontre? Non, c'est une relation. Une transmission? Une transmission avec un maître qui est guinéen, qui m'a récupéré comme son fils, en fait, je peux dire, quoi. Donc il m'a appris beaucoup, la danse, le montage de djembé, et j'ai aussi un peu de djembé. Donc j'étais avec lui, quoi, c'est comme mon papa, quoi, qui me conseille de toutes mes activités que je faisais, quoi. On dit chez nous en Afrique, parce que nous, les mamans, ils nous ont portés, comme les mamans, ils portent les bébés le dos. Ouais, sur le dos. Donc on bouge, donc ça nous aide beaucoup. Niveau rythme, avec le temps, avec la danse, tout ça, quoi. T'es danseur professionnel? Danseur professionnel. Ok, tu donnes des cours? Je donne des cours de danse sur Dijon et des stages partout en France et aussi en Afrique. Tu repars en Afrique? En Afrique, tous les ans, je ramène des stagiaires faire un séjour de semaine. Des stagiaires d'ici? De partout. Qu'est-ce que tu as envie de partager au-delà de la danse? Découvrir chez moi, de partager toute la vie africaine, la communauté, comment on vit là-bas, partage. Est-ce qu'on danse tous les jours? Ouais, ça, on danse tous les jours. Ah ouais? Nuit et jour, quoi, l'Afrique, quoi. C'est la fête en Afrique, ouais. C'est la fête nuit et jour, ouais. Est-ce que je pourrais te demander une faveur, un peu comme un prof particulier, de me montrer juste quelques mouvements? Ok, on va vous faire... Il a dit oui tout de suite, j'ai même pas voilà, dit il n'y a pas de face. souci, avec plaisir. On va faire 3 pas de coucou. Ouais. Pré-PD, puis là. 1, 2. Attends. 1, 2, voilà, en lançant les mains. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. On tape les mains. 1, on ramène. 1, on ramène. Voilà. Super, merci.
Sans quitter la ville, j'allais pouvoir satisfaire ma curiosité pour la culture africaine, en poussant la porte d'un salon de coiffure spécialisé en nattes et en tresses. Tu es Diana? Oui. Je suis dans ton salon. Exact. Bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ta cliente? Alors actuellement, je suis en train de faire un tissage. Un tissage. Alors ça consiste en quoi? C'est une pose d'extension qu'on fait sur des nattes collées et on fait de la couture sur les nattes pour poser les bandes d'extension. Extension, c'est quoi ça? C'est du cheveu naturel, synthétique, c'est quoi? C'est du cheveu humain. Il faut une certaine longueur de cheveux pour pouvoir ajouter des extensions. Pas du tout. Comme c'est des cheveux qui sont nattés, en fait, même pour faire les nattes au niveau du cuir chevelu, même quand les cheveux sont courts, on rajoute des rajouts synthétiques pour pouvoir natter, pour pouvoir poser les bandes d'extension par-dessus. Donc il n'y a pas de souci de longueur, a priori, pour faire un tissage. Vous, Sandra, vous êtes habituée à voir ce genre de coiffure, à faire ce genre... Ouais. Tout à fait. Je change tous les mois à peu près. Tous les mois, vous faites une coiffure, Une nouvelle coiffure. une nouvelle coiffure dans un salon africain à chaque fois. Ici. Pourquoi faire là aujourd'hui ce type de coiffure? Parce que j'avais envie. Je me lève le matin, j'ai pas à me coiffer. Ça, c'est chouette. Donc c'est déjà c'est chouette. Et puis mon mari, il a l'impression de changer de femme tous les mois. En plus. Donc en fait, c'est un accessoire pour toi, le cheveu. C'est un accessoire, tout à fait. Après, il y a aussi le côté où les cheveux afro, c'est des cheveux qui sont pas faciles à entretenir. Ça demande beaucoup de travail. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que faire un tissage, c'est une facilité pour mes clientes. Et aussi, il faut savoir que le cheveu afro, c'est le cheveu le plus fragile en fait. D'accord. Donc, Qui casse? Facilement, très facilement. En fait, le tissage, c'est une coiffure en soi, mais c'est aussi une forme de protection pour les cheveux afro. Parce que là, ces cheveux, ils sont protégés parce qu'ils sont Ils nattés. sont enveloppés. Voilà. Avec le froid, tout ça, ça limite tout ce qui est casse. Il n'y a pas besoin de passer tout ce qui est fer à lisser. Donc ces cheveux, à elle, en fait, ils sont protégés. Donc si elle va faire un brushing, ce sera par-dessus des extensions. Ah oui. Oui. Sans pour D'accord. autant abîmer ses vrais cheveux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette natte africaine? La natte africaine, déjà, il faut savoir, ça fait pousser les cheveux. Ah bon? En sachant que les cheveux afro poussent, mais alors au ralenti, mais vraiment. Pas pressé. Non, pas du tout. Donc du coup, c'est vrai que la natte, elle favorise ça stimule le bulbe et ça facilite la repousse. Mais par quel processus? Le simple fait de tirer sur le cuir chevelu et le fait que ce soit natté, en fait, il y a la chaleur, un cumul de chaleur qui stimule le bulbe, qui fait que le cheveu, il Se pousse. décolle? Voilà, plus Ok. rapidement. Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Tissage. Ça? Ah ouais? Ouais. Que ce soit ici, à Dijon ou en Afrique, est-ce que l'Africaine se coiffe très régulièrement et entretient... Ah oui. C'est vraiment culturel. Ah bah non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de couper. Côté budget, pour une coiffure assez élaborée comme celle de Sandra ou Valentine, prévoir au moins 3 heures et entre 100 et 130 €. À Besançon, on m'avait parlé d'un petit restaurant du quartier de Battant où le chef apportait de la couleur. Michel, formé au lycée hôtelier et dans une célèbre brasserie bisontine, avait décidé de ne pas oublier ses origines camerounaises. Bonjour. C'est toi, Michel? Oui, c'est moi. Je suis Gaëlle. Enchanté. C'est ton ami? Oui. Tu veux que je te le présente? J'aimerais bien. sûr. Alors, C'est super. je te présente Patrick, mon associé musicien d'ailleurs, Ok. qui s'occupe de jouer à la musique. Bonjour. Moi, j'aime bien venir ici parce que justement, je pense qu'il y a une ambiance. Ça arrive des fois, quand je viens ici, j'essaie de composer des chansons, prendre un café, discuter avec des copains. Parce que ici, c'est un endroit où on discute beaucoup, non seulement on mange aussi, mais aussi on passe des super moments, des bonnes soirées. C'est pas qu'un restaurant. Non, pas du tout. Ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce petit côté convivial. Que tout le monde peut s'y retrouver, toutes les cultures. Ah bon? Donc on ne s'arrête pas qu'à faire de la restauration. Et tout ce qu'on fait ici, c'est beaucoup plus du revisitage. Si vous voulez, on peut aller en cuisine pour que je puisse vous montrer ce petit côté gastronomique. Et c'est toi qui cuisines? C'est moi. Là, sur aux escaliers. Ouais. Et là, je te présente notre salle de concert. C'est là que nous faisons toutes nos soirées, ambiance, spectacle, dansant et puis même C'est le beau. séminaire. Et c'est par ici la cuisine. Je ne peux pas toujours mon plan de travail pour ne pas avoir à courir partout, Donc que tout là, soit à disposition. On a Là, nous avons du poulet que j'avais De commencé la déjà volaille. avec une marinade. ouais, avec des poivrons, du Ok. citron, D'accord. enfin la citronnelle, tout ça. Ok. Nous allons rajouter donc dedans
du poivre d'Indonésie. Je t'invite pour ça te rendre sent, un petit peu les agrumes, du beaucoup, goût. le citron, le pamplemousse. C'est exactement ça. Et ceci, c'est des belles passions. Ça se marie très bien avec la volaille. Justement, on va en mettre sur la volaille. Et après, on frit ça? C'est exactement ça. D'accord. On accompagne de quoi? Alors, on va accompagner alors de bananes plantain. Bah forcément, oui, incontournable. D'ailleurs, c'est toi qui vas me la préparer. Eh bien, écoute, avec plaisir, j'ai jamais fait ça. Bon, ça Exactement. ressemble à la banane, c'est juste beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros et ça se mange pas cru, par contre. La peau est très dure par rapport à la peau d'une banane Normal, oui. normale. Où est-ce que tu te sers à Besançon? Soit je l'achète le marché le matin, D'accord. soit je vais aux épiciers à côté, les Asiatiques, les Arabes, voilà. Ouais. Eux, ils ont tous les produits du monde. La cuisine exotique, on dit qu'elle est souvent un peu aphrodisiaque, vrai ou faux? C'est vrai, tout dépend ce qu'on met dedans. Si tu fais le mixage du gingembre, de l'ail, et c'est le poivre que je te fais d'Indonésie que je te fais. Ah ouais, qui sent bon. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as un mari qui est un peu, on va dire, un peu faible, voilà, il n'y a pas de problème. Tu les mets une par une ou tu mets toutes à l'intérieur? Ça cuit longtemps? Non, ça va vite. T'as pas de secret? Non. C'est vrai, aucun secret? Aucun secret. Mais tous les chefs ont leur secret. Oui, mais c'est pour ça qu'ils se mettent trop de pression. C'est super bon. Allez. Oh, quelle jolie coloration. C'est bon pour toi? Ouais, bravo Michel. À table alors. Allez. Parfait. Qui pourrait imaginer que la campagne haut-saônoise recèle un trésor de culture africaine? Pourtant, c'est là, à 2 pas d'une abbaye du XIIe, qu'un ancien diplomate français, en poste en Afrique pendant 30 ans, a rassemblé des milliers d'œuvres d'art populaires congolais. Par le nombre et la qualité, c'est une collection rarissime. Merci beaucoup Bernard. Dans la principauté de Corneux. Venez, venez, je vais vous montrer. Il faut trouver. Il faut trouver, en effet. Il n'y a que les membres de la principauté de Corneux qui connaissent. C'est un endroit secret. Waouh. Bon, c'est voilà. surprenant. Ces tableaux-là, c'est de l'art populaire. C'est-à-dire des gens qui ont commencé par venir de leur village. Ils ont commencé très jeunes à travailler chez quelqu'un qui faisait des étiquettes, qui faisait des affiches, des choses comme ça, des peintures de murs. Et puis ensuite, peu à peu, ils ne sont pas allés aux Beaux-Arts, mais peu à peu, ils ont fait des petits tableaux, ils ont fait des petits portraits sur du carton. Et là, on vous a représenté. Hélas, vous allez subir Bernard au Congo. Bernard Sex au Congo, voilà. Et c'est donc de Maître Simaro, le prophète de la peinture populaire. Voilà. Bah dis donc, rien que ça. Rien que ça. Tous ces gens-là s'appellent par des noms extraordinaires. Il y a Mfumweto qui est l'empereur de la peinture aussi, etc. etc. C'est une façon de eux-mêmes se valoriser. Peut-être qu'on ne les valorise pas suffisamment. Le peintre au Congo n'est pas valorisé en effet. Les Congolais n'achètent pas de peinture. Donc les peintures sont achetées par les étrangers. Mais cette image de la femme là qu'on voit, là on la voit, elle a une poitrine opulente, elle est nue tout le temps, elle est souvent en premier plan. C'est pas dégradant de montrer la femme comme ça? Ça fait partie de la culture vraiment ou c'est une interprétation qu'on en a? L'interprétation qu'on peut en avoir, c'est au contraire que la femme est valorisée, que c'est la femme qui est puissante. Là, vous voyez, l'homme là, il pleure sur l'épaule de la femme. Là, c'est la femme qui tient l'homme sur l'épaule, vous voyez. Donc, les femmes sont partout, ce sont les femmes qui dominent. Là, c'est pareil, c'est la force de la femme, c'est la force de la vie. Les hommes sont tout petits, vous voyez, c'est rien, c'est la femme qui compte. En Afrique, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui a les responsabilités. L'homme, il est un petit peu vagabond, vous voyez. Et quand ils voient une femme, bah, vous avez vu l'attitude qu'ils ont, toujours très désireux. Tandis que la femme porte sur ses épaules toute l'Afrique. Qu'est-ce que ça représente ça? 007, Titanic, Zorro Alors ici, c'est le problème du transport. C'est le problème, vous voyez, des ponts, des infrastructures. Voilà, des infrastructures. Ouais. Le phare ne marche plus. Voilà. Et puis alors, il a mis plein de gens, et puis il transporte de la nourriture. Et puis quand même, il y a la joie, la musique, tout le monde chante, etc. Et puis le vieux, là, c'est le vieux Zorro, il est en train de boire sa bière.
Et quand même, malgré tout, tout va bien. Tout va bien. Une philosophie, voilà, tout va bien. Mais c'est extraordinaire de voir comment, en Afrique, les gens sont courageux, les gens se débrouillent, les gens sont inventifs. Ça, c'est un retour à une scène de sorcellerie africaine. Vous voyez, il est en train de tuer un poulet. Le sang va tomber sur le fétiche. Et puis là, tout le monde danse, tout le monde se réjouit. Là, vous voyez, là, il y a un tam-tam, donc ça veut dire que tout le monde va danser. On pense jamais peinture quand on parle d'art africain, plutôt objet que peinture. L'art africain commence à émerger et qui dit art dit marché. Et le marché est en train de se constituer et c'est important. Des tableaux qui se vendent jusqu'à 100 000 €, vous voyez. Oui, tant que ça. Alors que c'est des tableaux avant, comme à Kinshasa, les gens n'ont pas de clients, hein, où ils vendent ça à quelques centaines d'euros, mais rien du tout. Il y a encore un grand nombre de tableaux ici. Oh, mais vous pourriez faire un musée, Bernard, franchement. Un musée? Je serais obligé de distribuer des tickets, non. Tous les tableaux que vous voyez, je les ai achetés au peintre, en main propre. Là, c'est Moquet, qui est mort il y a quelques années et qui est un des plus grands peintres actuels. Ici, par exemple, ça c'est important. Ça, c'est les enfants de la rue, les Chégués, les enfants sorciers. Quand quelqu'un est malade, la famille essaye de savoir pourquoi. Donc ils cherchent une raison qui est une raison magique. Et souvent, dans les familles, on désigne un enfant qui est l'enfant sorcier. C'est à cause de lui que la personne est tombée malade et qu'elle est morte. La famille le met dehors. L'enfant est obligé de s'en aller. Et ça donne ça, la drogue, etc., le sniff, et la misère. Je ne suis pas un collectionneur, parce qu'un collectionneur, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui classe. Vous voyez, je ne les ai même pas mis au mur. Là, je fais comme ça, c'est du bricolage. Non, j'amasse. La collection de Bernard est connue des critiques d'art et des commissaires d'exposition. Ces tableaux enrichissent souvent les événements consacrés à l'art africain. Et je ne serais pas étonnée qu'ils soient un jour accessibles au grand public. Mais où? Ça, allez, pour rencontrer Yacine, il fallait pousser encore plus loin. Brrr, et dire qu'elle vient du Sénégal, Yacine. Elle est couturière et créatrice de vêtements. Elle m'avait proposé de me faire une robe en wax et je lui avais communiqué mes mensurations. Importé d'Indonésie et de Hollande, le wax a été le tissu de prédilection des boubous et des pagnes traditionnels. Mais depuis peu, des créateurs et des stylistes le remettent au goût des jeunes. Voilà, c'est ici que ça se passe. Oh, ces couleurs, c'est sublime. Ah, tu fais aussi pour les petits? Oui. Ça, c'est splendide aussi. Ouais, très, très coloré. Qui est très joli sur un jean. Tu mixes aussi de la dentelle avec le wax. Il y a aussi cette jupe. J'aime bien parce que c'est de la dentelle. Ouais. Et je l'ai doublée avec le wax à l'intérieur. C'est magnifique. Ouais. Très, très belle. Ça fait un reflet. Et les couleurs sont magnifiques aussi. Traditionnellement, les femmes africaines utilisaient les motifs de leur wax pour envoyer un message à leur mari ou aux autres femmes. Par exemple, un motif signifie l'œil de ma rivale, un autre, si tu sors, je sors. Tu l'achètes où, ce tissu? Je l'achète au Sénégal. D'accord. D'où tu es originaire? Originaire du Sénégal. Donc, je vais l'acheter au Sénégal. Je rentre dans le magasin tout de suite, dans une pile de 100, 200, je vois le tissu que je cherche. Tu portais le wax, toi, quand tu étais au Sénégal, non? Pas beaucoup. Quand tu es jeune au Sénégal, de porter le wax, c'est... On peut dire c'est ringard. C'était porté plus en boubou, des vêtements larges et tout. Donc, non, quand on est jeune, on donc, toi, tu as un peu apporté ton style. Des styles que tout le monde peut porter partout. Ouais. Bon, ben alors, cette robe, du coup, est-ce qu'elle est prête? Pas du tout, parce que je voulais bien... Eh ben, super, merci Yacine. Je voulais bien te montrer les finitions à faire. Et que tu l'essaies et on fera les retouches après. On ajuste. Pourquoi tu as choisi ces couleurs?
Alors, est-ce qu'il y a une signification Celle-ci, non, mais c'est la couleur que j'aime et les vagues, les lignes de vagues que ça fait. Donc, je trouve que pour une robe portefeuille, ça va bien. Oui, donc, avec le mouvement. Avec le mouvement et tout. Donc, allez, je vais l'essayer. J'ai jamais porté de wax. C'est vrai, ce sera une première. Voilà. Voilà. Bon, j'ai mis les chaussures aussi. Voilà, ça va avec. Est-ce que on peut dire que ce que je porte là, c'est un habit traditionnel africain? Ça, je dirais une robe d'ici, une robe que... Tu fais le mélange des cultures. C'est ça. Oh, super, hein. Yacine, vraiment super. La longueur est parfaite, les couleurs, j'adore. Ma première pièce africaine dans mon vestiaire. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Super, Yacine. J'espère que ça te plaît. Au pays de Louis Pergaud, c'est un comédien-conteur issu d'une famille de prêtres vaudous du Togo qui vient chaque semaine enseigner aux enfants du primaire l'art de raconter. Sans écran et sans clavier, juste avec la voix et le corps. Vous savez, il y a de cela très longtemps. Il y a de cela tellement longtemps qu'aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient sauf le conteur. À cette époque-là, la lune et le soleil étaient deux grands amis. Il y a maintenant la famine, il n'y a plus rien à manger. Et puis, il y a nos enfants qui sont là, il faut toujours leur trouver de quoi manger. Mais moi, j'ai plus envie de travailler pour les enfants. Alors, je te propose quelque chose. Lune, nous allons manger nos enfants et ainsi, ils ne seront plus à nos charges. Famille, famille, le soleil est tellement bête qu'une fois rentré à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis dans une casserole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait cuire. Ce qu'on appelle conte africain aujourd'hui, c'est quoi? C'est peut-être une histoire qu'un Africain a entendue en Bulgarie et qu'il est parti raconter dans son village en Afrique. Et cette histoire va se raconter plusieurs fois, de telle sorte qu'au bout du conte, 10 ans, 20 ans après, ça deviendra un conte africain. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Ma parole est une parole d'hier, dite aujourd'hui, pour demain. Hey, heba, 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 hey, hey, hey. Ma parole est une parole de vérité. Ma parole est une parole de mensonge. Ma parole est une parole de conteur. En Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle parce qu'il n'y a pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission, le vieillard, il part avec tout ce qu'il a en lui, puisque c'est oral. Donc, lorsqu'on apprend aux élèves à raconter, eh bien, on leur apprend à maintenir et à entretenir l'humanité, tout simplement. Alors, un beau jour, il se leva. Il prend son petit déjeuner. Il va à l'école. En bus, bien sûr. Merci, mais il y a des choses que tu nous dis qui ne sont pas de l'observation de ce midi. Parce que l'exercice, c'est ce midi, ce que vous observez à la maison ou à la cantine, parce que le conteur doit être un observateur. Ok? Merci, merci. Quelqu'un d'autre? Mets-toi là, n'aie pas peur, je suis végétarien, d'accord? Il était une fois, à midi, pas comme les autres, un enfant qui faisait que de manger des petits pois. Il mangeait des petits pois avec du steak. Il faisait que d'en mettre partout. Il y en avait par terre, dans ses habits. Tu as oublié? Ok, c'est pas grave, merci. Merci, très bien pour l'observation. Hop. Eh bien, ce n'est pas si facile de raconter, hein. Essayez, vous verrez. Pourquoi est-ce qu'il faut apporter l'art de la parole dans une école? Bon, on sait que tout le monde parle, les enfants savent parler, ils se racontent des choses. Mais raconter une histoire, c'est un métier.
c'est un métier et c'est une technique. La résidence territoriale artistique permet de s'imprégner de l'ambiance d'une école et de créer quelque chose avec les élèves dans cette école-là. Et donc, en l'occurrence, ici, nous allons créer un spectacle de contes. Donc, c'est très important que les enfants puissent empoigner cet art de l'oralité parce que c'est de tous les jours. Ça leur permet d'avoir une vivacité d'esprit, d'avoir de la répartie, d'avoir, on va dire, l'esprit qui pétille, de pouvoir ouvrir leur esprit, leur tête à tout ce qui peut se passer autour d'eux. Donc, si moi, enfant, je suis initié à ça, je pense que lorsque je me retrouverai devant le patron d'Alstom, eh bien, je saurai lui raconter une histoire, même si elle n'est pas vraie sur moi, eh bien, il sera obligé de me prendre. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Merveilleux continent, n'est-ce pas? On voyage à côté de chez soi dans ces là, non? Bon, c'est là, c'est terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Bye.